5e du X-Forum sur santé mentale et travail. Alors, je vais commencer par le « et travail » qui n'est pas « au travail ». Et c'est pas seulement pour faire comme c'était quoi, c'était les noces de Figaro, voilà, et il l'épousera ou il l'épousera, mais c'est un peu comme ça quand même. C'est ce qui nous intéresse, c'est les interactions entre les deux, et pas seulement ce qui est réglementairement périmétré, moment de travail, espace de travail. Donc, bienvenue à vous pour ce 5e. Donc, vous direz quand même où sont les autres, question santé mentale et travail. Et l'idée étant aujourd'hui d'être sur finalement, on est Octobre Rose. Alors, j'avais fait une affiche, mais elle était un peu moche parce qu'elle était un peu rose-bleu. Donc voilà, elle l'est moralement, mais pas que là maintenant. Sur expérience et dialogue intersecteur. Et vous avez là, alors, il devait être 4, mais c'est comme les 3 mousquetaires. De temps en temps, il y en a un 4e, et là, c'est une 4e qui va arriver un peu plus tard, parce que je crois que le tram en ce moment de Lyon a tendance à ressembler à notre métro à Paris et de temps en temps être un peu aléatoire dans ses arrivées. Donc Florence nous rejoindra un petit peu plus tard, et donc avec 3 personnes déjà là, donc l'un qui incarne en soi-même tout l'intersecteur, puisque docteur Benedetto Gesmundo, Benedetto est médecin coordonnateur de la Gémetra, Gémetra célèbrement connue dans plus que la métropole lyonnaise et au-delà. Et en plus, on verra tout à l'heure que lui, il a eu une expérience internationale et qui connaît, je dirais, bien autre chose que la médecine du travail et la médecine au travail. Voilà. Magali Briand, docteur aussi, donc attention, hein, tenez-vous bien, nous sommes entourés de médecins, que je ne suis pas. Docteur Magali Briand, elle, ça sera un autre regard, puisque ça sera un regard psychiatre, puisque c'est pas une insulte, hein, donc elle cumule, puisque je crois que tu viens d'un autre univers, et en même temps elle est à la fois psychiatre, parce que je crois que dans l'ordre des médecins, il faut choisir, donc c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage ou dessert et pas fromage et dessert, et donc c'est la spécialité que tu as choisie alors que tu as aussi un doctorat de médecine du travail. Alors avec Christine qui est une professeure, Christine Geoffrion, qui elle nous vient de l'université Grenoble-Alpes, et donc on est vraiment dans les régionaux de l'étape, là ici, mais quand je t'ai connu, tu étais pas régional d'ici, elle était régionale d'ailleurs, qui était Nantes, hein, donc voilà, et on montait des choses ensemble, et elle vient de la psychologie du travail, puisqu'elle est professeure de psychologie du travail et des organisations, avec tout un tas de laboratoires de recherche au nom très savant, avec la siglomanie chère à la France, que je ne me rappelle pas, mais que tu nous expliqueras notamment sur les liens entre management et ces fameuses questions. Et puis Florence qui nous arrivera tout à l'heure. Alors je la cite parce qu'elle est très importante. D'abord c'est une vieille copine, mais mis à part ça, elle s'appelle Florence Chappert. Elle est, c'est elle qui est, alors comment ça s'appelle ce truc, la mission. Elle est pilote de la mission égalité intégrée à l'ANACT. Et je dirais qu'elle porte la question des femmes et conditions de travail et d'égalité des femmes depuis très longtemps. Je dois dire, je peux en profiter pour en dire du mal avant qu'elle soit arrivée, c'est qu'elle est enfin, et la problématique est enfin reconnue depuis relativement peu de temps, c'est-à-dire à peine 2 ans, avec des auditions qu'elle a eues et sur lesquelles elle a beaucoup inspiré, les 2 rapports parlementaires sur les femmes là-dessus. Donc pardon, mais ce sont nos complicités. Moi je m'appelle Anne-Marie Devèvre, j'ai créé donc il y a un certain temps, puisque c'était en 2006, ce cercle entreprise et santé. Le cercle entreprise et santé est une association, j'allais dire, d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on essaye justement de regrouper à la fois, de faire converger les enjeux de santé personnelle bien sûr, mais de santé publique et de santé au travail. Par parenthèse, si je peux me permettre, et avec Magali, on a le cumul de la santé mentale. Je ne sais pas si vous savez que dans l'ordre de choix depuis des dizaines d'années des spécialités médicales en France, les 3 dernières sont, la dernière c'est santé du travail, celle d'avant un tout petit peu plus haut c'est la santé publique, et puis je crois que toi tu es l'antépénultième ou quelque chose comme ça. Et donc quand on voit la gravité de ce type d'enjeu, on ne portera pas de jugement sur
les hautes instances globalement sur ces questions. Voilà. Donc nous voilà présentés. Alors nous, en 2 secondes, hein, on est un think tank, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'on est un cercle de réflexion. On a, j'allais dire, une quinzaine d'entreprises et aussi de services interentreprises qui réfléchissent tous les mois sur des questions, des questions qui sont toujours des questions prospectives, des questions de prospective de la relation au travail et non pas la relation dans le travail seulement, notamment en relation avec l'innovation et ces questions de santé mentale. Voilà. Et le côté doux, je veux dire, c'est c'est ce qu'on fait aussi ici, qui est systématiquement de chercher à mettre en lumière ce qu'on leur demandera, les expériences un peu préfigurantes, un peu intéressantes. Je dirais, on n'est pas dans une parole descendante, mais vraiment dans quelque chose qui est ouvert, et ce qui compte, c'est les choses du terrain. Alors, bien sûr, vous avez tous une grande prosternation, hein, puisque vous savez que depuis quelques jours, la santé mentale tout court pour l'instant, sera considérée comme une grande cause nationale 2025. Alors il y a eu des choses diverses tout autour. Je vois des sourcils de temps en temps qui s'interrogent, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus, comme on l'a fait aussi sur le sport santé, puisque là c'était les Jeux Olympiques. Il y a eu d'autres choses. Bon, écoutez, si ça peut aider la cause, c'est bien, et donc on fera tous avec dans ce sens-là. Alors pourquoi on est le 5e? Alors si vous étiez attentif, vous allez dire elle a l'air bizarre la mère Anne-Marie, hein, parce que elle avait annoncé le 4e, mais c'est vrai que de temps en temps je sais pas très bien compter. Et en fait c'est vraiment le 5e, puisque le premier on a commencé à la période Covid, c'est-à-dire que c'était alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même pleine débandade de beaucoup d'institutions. On glosera pas beaucoup dessus, tous azimuts. Et donc, on a commencé justement par faire sur les territoires et sur les terrains un certain nombre de mises en lumière de gens qui faisaient des choses, je dirais, sans en avoir forcément le statut, de dire pardon, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de médecin du travail. Si, on en avait une quand même. Voilà. Bon, on n'avait pas d'institutionnel officiel là-dessus, et on avait commencé par regarder tout ce qui, depuis, j'allais dire, l'organisation de la SNCF autour des TGV Covid, autour de, là par exemple, j'ai rencontré un mec génial qui était proviseur dans un lycée, et alors là c'était l'horreur, parce que c'était le cumul j'allais dire, des problèmes, des enjeux psychologiques, avec à la fois les élèves, les parents d'élèves, les structures et autres, et voilà, et on a commencé à mettre ça en avant, avec, j'allais dire, des structures complètement informelles sur le terrain qui se mettaient en place, complètement géniales. Et puis on a continué, j'allais dire 2 ans après, en regardant encore une fois un monde qui est particulièrement vulnérable à ça, justement là-dessus, et qui était justement les mondes de l'enseignement. En regardant finalement une espèce d'effet domino général, et là on avait pris un territoire qui était en Île-de-France, qui se trouvait être Rambouillet, pour dire les choses, grâce à mon proviseur dont je vous parlais tout à l'heure, et on voyait la solidarité entre les différentes instances possibles, enfin c'est plutôt des gens, hein, encore une fois, qui mettaient en place ça. Et puis cette année, et grâce à Sabrine que vous verrez qui viendra ici tout à l'heure, et Magali qui est là, on a fait des choses sur santé mentale et soignants, encore une fois, parce que le monde, encore une fois, de l'hôpital, et on peut pas tout prendre, donc pas médecine de ville, est particulièrement concerné par ça. Donc tout ça, vous les trouverez, j'allais dire, en replay sur le site. On a fait un truc qui était en dialogue transatlantique, par exemple, avec Expérience Canada et Expérience France. Vision là-dessus. Et puis sur ce qui était rôle et impact des organisations. Voilà. Et donc juste pour vous dire 2 mots sur nous, voilà ce qu'on essaye de faire, c'est de se faire rencontrer ces questions de santé-travail, de santé publique et de vie, environnement de travail. Alors, je dis vie au travail parce que je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a eu un truc qui a été intéressant dans la position de la CFDT. Il y a 3 ans à peu près, où ils ont eu, paraît-il, un grand débat interne pour savoir si ils continuaient à dire vie au travail ou vie tout court. Et ils ont opté, encore une fois, vu la porosité entre tous les univers, pour la question vie tout court. Et encore une fois, c'est pour ça que l'on dit vie, santé et travail, et pas que santé au travail, pour ne pas le limiter à cet ensemble. Et avec, j'allais dire, au milieu, alors pardon, hein, la question de la santé mentale. Alors il y a un moment peut-être on est pudique aussi et on disait pas santé mentale, on utilisait ce que disent les Canadiens. Quelquefois ça fait moins peur. C'était santé psychologique. Je dirais que c'est pareil, hein, c'est du pareil au même, mais voilà. Donc bon, on voit. Et il y a derrière alors ceux qui ont comme moi
un tout petit peu passé l'âge de la barboteuse. Vous vous souvenez sans doute des grands débats qu'il y a eu il y a quelques années ici même, non pas sur les questions de prévention, mais sur les questions de réparation, et qui était la factorialité. Qu'est-ce qui est attribuable aux facteurs du travail et qu'est-ce qui n'est pas attribuable aux facteurs du travail, notamment avec bien sûr derrière des questions de rémunération. Voilà. Donc tout ça qui est derrière. Oh, merci Florence. Alors voilà, Florence Chaper, la grande prêtresse qu'on salue moultement. Merci, t'as tout le temps de te calmer, de prendre, il doit y avoir un petit peu d'eau là-bas si t'as besoin, et voilà. Et moi je voulais juste vous dire trois trucs avant, c'est que c'est pas une préoccupation franco-française. C'est clair que la santé mentale et la santé mentale et travail, alors que, sans dire les choses, sur les propos du Premier ministre, c'était santé mentale, point. Sur ce qui nous occupe ici, santé mentale et travail, à l'international, c'est un truc important. Tout ça pour vous dire aussi, tout ça, vous les aurez et on vous les enverra sur le site, vous le trouverez, vous aurez le support et voir tout le truc là-dessus. Voilà ce que dit par exemple, là c'était en septembre, donc le mois dernier, c'était l'OMS. Donc c'est pas vous voyez, c'est pas l'Organisation internationale du travail, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui se préoccupe de ça et qui vous donne des chiffres et qui vous dit qu'environ 15%, d'autres disent 20%, de la population en âge de travailler est atteint de questions de santé mentale, que globalement, annuellement, on perd 12 milliards de journées de travail pour ces questions-là, et que ça coûterait 1000 milliards, avec, bon, c'est un peu l'hypothétique, mais quand même, 1000 milliards de dollars par an à la communauté économique. Alors voilà, tout le monde s'y met, même le World Economic Forum, dont on peut pas dire qu'il soit forcément pushy sur ces questions, mais donc il est là aussi et essaye de trouver comment, aussi en responsabilité sociale, les entreprises peuvent être responsables de ça. Un truc que je vous laisserai qui est vraiment intéressant parce que c'est un site nord-américain, c'est-à-dire qu'il est à la fois Canada et USA, et qui montre à quel point les atteintes sont importantes et les attentes sont importantes à ce niveau-là, et il vous donne un certain nombre de trucs qui fait un baromètre assez régulier, ce que sont les attitudes des salariés là-dessus, entre le pourcentage de stressés, ceux qui sont désengagés et autres. Alors, ils s'y mettent tous. Le voilà là, par exemple. Alors ça, on peut pas dire que, par exemple, aux États-Unis, la protection sociale soit la même que la France et que ça soit tous des planqués, mais qu'en gros, on a 33% de plus. On a 33% de plus de hausse des arrêts maladie dus dans ces pays-là aux questions de santé mentale, avec comme première problématique l'anxiété. Vous savez, on a toujours l'anxiété, dépression, ANCO, donc voilà. Alors ici, mettent tous, je veux dire Gallup aussi, dont vous savez peut-être que c'est un organisme très connu en matière de marketing, et maintenant il est complètement sur les questions de RH et de workplace là-dessus. Donc il vous raconte tout ça, mais avec des choses de temps en temps contradictoires. C'est quelqu'un qui vous dit ouais, on peut être tout à fait optimiste. Donc ça c'est le côté vendeur commercial. On peut être tout à fait optimiste parce qu'il y a des solutions qu'on peut vous mettre en place. Et puis il y a les autres qui disent le contraire, en disant en fait depuis 2 ans, même Forbes, qui est quand même le canard un peu snob que vous connaissez, nous sort des trucs là-dessus, donc c'est vraiment devenu là. Et puis alors là, le summum, celui-là, il est centré, c'est un institut international qui est centré, j'allais dire, sur l'empathie, disons patronale, enfin plutôt de la part essentiellement des patrons, et que eux-mêmes là, maintenant, sont concernés par ces questions-là. Donc voilà, et entre autres, vous savez que tous les médias se sont fait les exercices, est-ce que ce qu'il raconte c'est vrai, le père Barnier ou pas? Eh ben oui, ça représente vraiment 14% des dépenses de l'assurance maladie. Et quand on dit dépenses, c'est les médicaments et un peu les consultations quand elles sont prises en charge, mais pas les coûts indirects, et que ça coûte en gros 23 milliards d'euros pour cette seule partie-là chaque année en France, avec premier poste de dépenses, voilà. Donc voilà, et les autres, eh ben, encore une fois, on vous renverra et on vous les donnera à la fois l'étude. Il y a une étude d'ARES et une étude de la DRET sur les deux qui dit que, en gros, 47% je prends celui du milieu, des actifs estiment qu'ils doivent toujours se dépêcher, et donc stress du temps en gros là-dessus, travail intense ou pression temporelle, et que la santé mentale, donc on nous sort, l'adresse nous sort en gros les mêmes statistiques que l'OMS, qui est de dire que 15 à 20% des actifs peuvent être considérés comme atteints avec tous les guillemets ou surlignement d'usage selon les moments où on est. Voilà, 25 à 1% des arrêts de travail, voilà.
Et donc, eh ben, ça va être à vous. Et donc, on va demander à nos intersecteurs. Alors, oui, intersecteur, c'est Benedetto, et Benedetto en soi-même un intersecteur avec un chose. Et intermétier, ben, je dirais que là, vous êtes tous avec regard un peu différent. Alors, je vais cafeter un peu, Florence, toi sur ton parcours. Donc, non seulement c'est un acte en majesté qui n'a pas toujours été le cas, mais là, c'est vachement bien parce que reconnu partout, rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, rapport du Sénat spécifiquement sur les femmes et santé au travail et tout un tas d'autres. Et donc là, mais toi, je crois que tu as double formation d'ingénieur, nul n'est parfait, et en même temps, je crois de psychosociaux comme je le suis, et donc on se cache pas trop, même si voilà. Donc intermétier, intersecteur, un focus plus particulier sur l'univers des soins parce que important, comme dirait l'autre, si on est mal soigné, eh ben on en est directement la cible. Et la parole est d'abord donc avec, je leur ai posé 3 questions et comme ils ont le droit de pas répondre ou de répondre à autre chose, hein, vous sur le terrain, quel type d'enjeux concrets vous voyez, hein, et les entreprises arrivent à prendre en main. Quel diagnostic vous voyez en 24 par rapport à avant, et puis voilà vers quoi vous allez. Alors Benedetto, si tu veux bien, c'est à toi. Et... Alors Benedetto, si tu veux bien, c'est à toi. Et donc, voilà, à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Voilà, déjà vous avez traité les 80% des thèmes. Et effectivement, là je suis pas un expert de la santé mentale. Bien sûr, je suis dans la médecine du travail. Je suis médecin coordonnateur d'un service interentreprise, et donc c'est la spécificité de l'interentreprise qui me permet de pouvoir partager des données sur les entreprises qui sont dans la métropole de Lyon et même un peu plus. Et je commence déjà, je mets des données sur la table ronde, et pas trop ronde, mais je vais vous partager déjà les interventions qu'on pourrait faire, nous, en tant que service de santé au travail, à niveau collectif dans les entreprises, avec les psychologues du travail, qu'on peut solliciter. Ça fait partie de l'équipe pluridisciplinaire, et donc on peut solliciter des interventions dans les entreprises. Pour vous donner une idée, dans l'année 2023, on a eu 112 interventions d'accompagnement pour la prévention aux risques psychosociaux. Et la chose intéressante, c'est que j'ai demandé quels sont les secteurs les plus ciblés dans ce type d'intervention. Et on a une très forte variabilité des secteurs. On a les services tertiaires, on a les secteurs santé, secteur du social, mais aussi la logistique, les transports, les commerces. Donc vous voyez, ça touche beaucoup de secteurs. Et aussi, j'ai demandé quels sont les facteurs des GOLAC, donc les facteurs d'exposition aux risques psychosociaux plus importants ou qui ont demandé leur intervention. J'ai pris les premières 3, c'était l'intensité, la complicité du travail, les rapports sociaux et l'insécurité de la situation de travail. Et après, je partage avec vous les données individuelles, parce que dans la médecine du travail, les médecins et les infirmières ont la chance de voir de manière individuelle dans les visites tous les salariés. Et là, on peut détecter des situations de souffrance. Et alors, bien sûr, si on détecte des situations de souffrance, on n'est plus dans la prévention primaire. On est déjà dans l'orientation, et donc on peut orienter ces salariés à des psychologues cliniciens. Sous la même année 2023, on a réalisé 375 orientations aux psychologues de notre service. Hein. On a 2 psychologues cliniciens dans les services. Et aussi, on peut demander une expertise au service des pathologies professionnelles. Les services PathoPro, on les sollicite pour des pathologies très très liées avec le travail, les épilepsies, les cancers, mais aussi la psychopathologie au travail. J'ai demandé au service des PathoPro combien des visites ont réalisé en 2023 sur la souffrance mentale orientée par les médecins du travail. On réalisé 305 consultations dans une année. Et ça représente les 30% de l'activité du service des pathologies professionnelles. Et une autre donnée très importante concerne les inaptitudes. Vous savez que les médecins du travail ont ce pouvoir de déclarer inapte un salarié à son poste.
Du moment qu'on déclare l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de rechercher un poste de reclassement pour ses salariés. Pour vous donner l'idée de la quantité d'inaptitude qu'on a donnée en 2023 sur Lyon, c'était 2200 salariés inaptes. La donnée qui fait réfléchir et qui, peut-être, ça peut ouvrir aussi les débats, c'est que les 80% de toute l'inaptitude, des 2200 inaptitudes, donc on est sur les 1800 inaptitudes, ont fait mention d'obstacles au reclassement. Alors, c'est-à-dire que l'obligation de l'employeur de rechercher un poste de reclassement pour les salariés est interdit. C'est-à-dire interdit. C'est pas interdit, mais les médecins, il peut exonérer l'employeur de l'obligation de la recherche de reclassement. Ça, c'était une option que les législateurs a prévue pour éviter que les salariés soient reclassés dans une entreprise et exposés à des risques qui concernent tous les postes de travail. Et donc, j'imagine qu'un des risques qui concerne tous les postes d'une entreprise sont les risques psychosociaux. Donc, les liens entre la mention d'obstacles à l'inaptitude et les risques psychosociaux est très forte. C'est pas direct parce que quand même on peut les mettre pour les invalidités de deuxième catégorie et pour d'autres facteurs, mais 80% est énorme. Et donc, tout ça, il nous amène à une réflexion, c'est-à-dire les données, comment on peut les interpréter? Sont des données directes, des liens cause-effet, c'est-à-dire la souffrance est due au travail, et sous ces données, c'est compliqué de créer les liens des causalités entre la souffrance et le travail. Et si je peux me permettre de t'interrompre, notamment avec les conséquences, les répercussions, parce que quand il y a une déclaration, comme tu le dis, d'inaptitude avec derrière un truc qui est une interrogation, voire un fossé, c'est un peu compliqué. Moi, je voudrais juste, pour te demander de préciser un petit peu ça, de voir, là sont des chiffres, j'allais dire, sur la période récente. Quelle évolution tu as vue? Parce que, comme toujours, on sait que, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là, hein, que la parole se libère et que les choses évoluent. Comment tu vois évoluer les choses? J'allais dire aussi des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté des salariés, des personnes qui en sont directement l'objet, et puis de leur manager, soit leur manager direct, soit les patrons. Comment ça a évolué ces récentes années? Alors, on peut interpréter l'évolution comme une aggravation de la situation, mais pas parce que les risques augmentent, mais parce qu'on les regarde. C'est-à-dire, on a une observation et une sensibilité sous ces risques, et donc on a la possibilité d'avoir à disposition des données à interpréter, qui peut-être l'année passée ont été un peu plus cachées. Oui. Et on a encore des données cachées, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont la partie émergée de l'iceberg. La partie submergée, on a beaucoup de situations comme les turnovers, l'absentéisme, les maladies, les arrêts maladie qui sont pas en lien avec un accident du travail, la maladie professionnelle, les conduites addictives, les problèmes familiaux. Tout ça sont des indicateurs qui sont indirects, mais qui participent quand même à donner une image de l'impact de ces facteurs de risque psychosociaux sur la santé mentale des salariés, qui a des répercussions, pas seulement sur le travail, mais sur la santé globale des salariés. Et après, il y a la question dans l'intersecteur, c'est qu'on a la chance de voir les très petites entreprises des 3 salariés et les entreprises de 1000 salariés. Bien sûr, la gestion de ces types de risques et de souffrances n'est pas la même, ils n'ont pas les mêmes moyens, et donc c'est là qu'on essaie d'accompagner les entreprises qui ont moins des capacités, des pouvoirs, au moins des connaissances dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de prévention et santé au travail, pour apporter un conseil. Voilà. Après, il y a des responsabilités qui appartiennent à l'employeur. Mais merci là-dessus. Alors, je pense que vous devez avoir des questions. Si vous voulez bien, on les prendra en deuxième partie de débat. Moi, j'aimerais bien de demander aussi, alors sans révéler de secrets d'État à la fois. Donc là, tu nous as cité les grands secteurs, hein, qui étaient un peu les secteurs cibles et sur lesquels vous voyez beaucoup de choses. J'allais dire, alors sans révéler ni de nom d'entreprise, ni de comment tu sens, j'allais dire, ceux qui sont du côté, d'aller dire, des employeurs, la représentation des employeurs, comment tu sens les choses évoluer? Parce qu'on voit bien que, effectivement, il y a une forme d'expression qui est plus facile qu'il y a quelques années, d'où la croissance des indicateurs. Hein. C'est comme les TMS. Tout le monde dit, mais pourquoi en France il y a autant de TMS? Bon, qu'il y en a plus qu'en Allemagne. Il y a aussi une question de plus de facilité. Comment tu les sens évoluer et comment tu vois l'avenir? Effectivement, j'ai des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que
moi, je suis arrivé en France en 2016 et j'ai vu déjà une évolution de 2016 aujourd'hui. Avant, c'était les services de santé au travail et l'équipe du médecin qui détectaient les situations de souffrance et trouvaient une porte d'entrée pour intervenir dans l'entreprise et sensibiliser l'employeur. Aujourd'hui, je vois de plus en plus les entreprises qui la prévention et qui nous demandent des conseils. Donc ça, c'est bien parce que ils sont pas dans l'obligation de devoir les faire, mais ils sont dans les constats qu'il n'est pas facile une évaluation du risque psychosocial, notamment dans les documents uniques, etc. Et donc, il vient vers nous et ça, je pense que c'est déjà un facteur important à prendre en compte parce qu'on est là pour les aider. Avant c'était caché, maintenant on a un peu l'impression qu'on sort de la culpabilité de ce côté-là pour être un peu plus proactif. Merci en tout cas et merci d'avoir tenu le temps. C'est vraiment génial. Hein. Non, on va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant je vous propose qu'on fasse ça. Qu'est-ce que... je vous propose qu'on fasse un zoom un peu plus maintenant sur les questions sur l'univers hospitalier et plus globalement avec Magali Briand. Et je voulais vous donner deux, trois indications. Alors si ça marchait. Une sortie d'une étude de l'adresse qui dit plus d'un quart des personnes qui travaillent à l'hôpital déclarent avoir besoin d'aide. Alors la question de l'aide, c'est toi, c'est-à-dire que oui, c'est toi et c'est l'autre. Et encore une fois, on revient à ce qu'on dit de notre propos tout à l'heure et qui est de montrer l'ampleur à la fois de la demande et en face quid de la formation qui est nécessaire. Donc voilà, ça c'était une étude de l'adresse de l'an dernier et c'est l'autre là qui nous dit le personnel hospitalier déclare davantage de symptômes de dépression et d'anxiété que l'ensemble des personnes. Et donc vous avez en plus foncé en orange foncé le personnel hospitalier et de l'autre côté la population de personnes j'allais dire dans d'autres secteurs d'activité. D'autres choses aussi, toujours pareil sur les mêmes études, on vous les enverra si vous voulez dire, c'est que quand on les interroge, les gens disent c'est les difficultés, les sources majeures, c'est les difficultés à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Et puis c'est particulièrement dans ce secteur, les incitations à repousser un arrêt maladie pour venir travailler. Disons là que les périodes inhabituelles, avec tous les guillemets d'usage que j'aurais dû y mettre, les périodes inhabituelles de surcharge de travail ont un impact, mais moins que pour les personnes ailleurs. Donc, bon, tension avec collègues aussi, effet important. Donc important, ça c'est une des choses, c'est non seulement le management, mais c'est aussi les pairs, hein, les autres là-dessus. Donc voilà, tout ça c'est pour toi, Magali, donc docteur Magali Briand. Donc à la fois elle est, j'allais dire, pas en prévention, mais aussi, j'allais dire, quand tu les récoltes, tu sens déjà cette fois-ci à avoir besoin de soins. Et donc, à la fois, tu exerces à côté d'ici, donc à Écully, à la clinique Mon-Repos du groupe APSA. Et en même temps, je crois que l'attraction est telle que on t'a demandé ou proprio motu, tu pépiniérises ce qu'est l'approche de ton équipe là-dessus. Donc, c'est à toi. Merci Anne-Marie. Oui, donc effectivement, je suis psychiatre à Écully, donc pas très loin d'ici pour les locaux. Je suis médecin coordinateur dans un hôpital de jour. Et dans cet hôpital de jour, on a donc développé une filière de soins spécifiquement dédiée aux professionnels de la santé. Parce que je suis partie du constat quand je suis arrivée en 2015 dans cet établissement qu'il y avait énormément de professionnels de la santé dans notre file active et des professionnels de la santé dans une situation clinique malheureusement très très dégradée, souvent bien plus dégradée que les autres personnes qu'on accueillait et ça amenait à réfléchir. Ce que tu disais, je rebondirais sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, moi, quand je vois les gens, ils sont dans un état clinique très fortement dégradé et la question du retour au travail est souvent très compliquée. Donc déjà, si j'ai un premier appel à faire, et c'est un petit peu aussi dans ce sens-là qu'on a développé nos partenariats puisqu'on travaille beaucoup avec les médecins du travail de la région, l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir un repérage le plus précoce possible pour pouvoir prendre en charge les gens et accompagner les gens
avant que la situation ne soit trop dégradée. C'est beaucoup plus difficile de revenir au travail après. Tu parlais de l'inaptitude. Malheureusement, c'est quelque chose auquel on est obligé de faire parfois recours en sollicitant le médecin du travail, parce que mon expression consacrée, c'est que le lien avec le travail ne semble pas pouvoir se refaire. Quand on a souffert dans un endroit, c'est compliqué de reprendre le travail dans le même endroit. Et quand on a souffert, j'ai envie de dire, dans une fonction, c'est parfois toute la fonction qu'il est difficile de reprendre pour les personnes. Donc ça, c'est un premier petit message. Essayer de repérer le plus précocement possible et d'adresser pour des soins, parce que le soin, c'est pas obligatoirement quand on va très très mal, ça peut être aussi assez précoce en prévention secondaire. Voilà, ça peut être intéressant. Et si je me prends à rêver un petit peu plus, ça peut être aussi très très intéressant de faire de la prévention. Donc de la prévention individuelle, voilà, parce que moi je suis donc psychiatre, donc je m'occupe et je m'intéresse à la prise en charge individuelle. Je n'ai pas ce pouvoir sur la prise en charge collective et la prévention collective comme peuvent l'avoir les médecins du travail. Ça veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas de prévention collective à faire et que la responsabilité est individuelle. Hein. Attention, là, je précise bien. Je ne sais pas si vous aviez connaissance, mais il y a une étude qui est sortie en 2016 de Légeron et du professeur Ollier alors, me demandez pas exactement comment il trouvait ce chiffre, mais qui imputait pour 40% comment dirais-je, 40% la responsabilité, j'aime pas ce terme, mais j'en trouve pas d'autre, des pathologies psychiatriques liées au travail à l'individu et 60% à la question vraiment à proprement parler du travail. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Dans un service, ça arrive, mais pas la majeure partie des cas. Tout le monde, par exemple, ne va pas faire un burn-out. Seulement une partie du service. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut raisonner en termes de modèle biopsychosocial. Je ne sais pas si c'est un modèle qui parle aux uns et aux autres, mais je trouve qu'il illustre parfaitement bien cette question de la santé mentale au travail. Je crois que si tu peux expliquer, ça serait bien, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu nous répétais encore tout à l'heure, et je crois que c'est tout qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est que la santé mentale en soi, c'est un concept zarbi. C'est-à-dire que, en gros, on est tous et chacun, selon tout un tas d'incidents, je dirais, dans un état, j'allais dire, de santé, de capacité de réagir finalement dans l'environnement de travail, qui peut être variable pour la même personne, je dirais, à quelques jours d'intervalle, selon l'ensemble. Donc ça, je crois que c'est aussi un truc qui est à dédramatiser, c'est santé mentale. Qu'est-ce que c'est que ce concept idéal? Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, je disais qu'en termes, c'est ça que tu reprends, en termes de santé mentale, la normalité n'existe pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui est normal en termes de santé mentale. On est tous là avec nos traits de personnalité, nos fonctionnements, et je crois que quand on va bien, c'est que quand on arrive à fonctionner. Voilà. Et je parlais donc du modèle biopsychosocial qui, à mon avis, est un modèle de compréhension très intéressant pour la santé mentale, puisque on place, en fait, tu avais tout à l'heure un petit schéma avec 3 ballons, là, voilà. On peut reprendre exactement le même. On place la santé mentale au milieu avec une bulle qui est liée au biologique, une bulle qui est liée au psychologique et une bulle qui est liée au social. Le travail fait partie du social. Et ces 3 bulles sont intriquées et la santé mentale, c'est la résultante de cette intrication. Donc, on peut très bien comprendre, comme tu disais, qu'à un moment, parce que la vie familiale va bien, parce que, enfin voilà, parce qu'on va bien, parce qu'on est, le travail a moins d'impact. Et puis, à un autre moment, le travail prend davantage d'importance et c'est à ce moment-là. On peut aussi imaginer une coupe. Voilà, dans une coupe, on a un autre niveau, et puis dès qu'il y a une goutte d'eau qui fait, c'est l'expression consacrée, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on peut voir ça. C'est une question d'équilibre. Et puis à un moment, il y a l'un des facteurs qui se déséquilibre, voilà, ou qui peut se déséquilibrer. C'est pas inéluctable. Voilà. Donc nous, donc dans l'établissement où je travaille, on a repéré, donc, comme je disais, qu'il y avait beaucoup de soignants. Alors, j'ai fait une petite digression parce qu'aujourd'hui, le modèle, finalement, il s'applique même aux non-soignants. On a repéré qu'il y avait donc beaucoup de soignants en situation de souffrance psychologique et on a donc développé cette filière qui va vraiment cibler
les spécificités des soignants. Voilà, c'est-à-dire que on peut repérer donc il y a certains traits de personnalité particuliers chez les soignants. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que on allait travailler quoi qu'il arrive, que c'était voilà. Le soignant, il y a ce qu'on appelle, j'aime pas du tout ce terme, mais la vocation. Ça va parler à tout le monde. Voilà, et donc le soignant, il a des traits de personnalité qui vont favoriser le risque de burn-out parce que il aime le travail bien fait, parce que c'est ce que nous on va appeler, il a un schéma, enfin il peut avoir un schéma d'abnégation. Il y a plusieurs facteurs. Et finalement, on peut remarquer, parce qu'on n'accueille pas que des soignants, on a une autre filière pour les non-soignants, et on peut remarquer que chez les gens qui viennent nous consulter pour des situations, par exemple de burn-out ou de dépression liée au burn-out, qui vient compliquer le burn-out, on retrouve quand même assez souvent les mêmes traits de personnalité. Donc l'intérêt de la... Juste pour t'arrêter là-dessus, puisqu'on est un peu là sur du global, est-ce que dans ces traits de personnalité, je veux dire que quel que soit l'âge ou quelle que soit la maturité, est-ce que par exemple tu vois des gens qui sont là depuis 2 ans ou des qui sont là depuis 40 ans ou dans ce métier, voilà, est-ce qu'il y a des choses par exemple qui accroissent ou au contraire améliorent? Alors, les traits de personnalité, ils sont là, hein, ils font partie de nous. Mais par contre, ce qui vient aujourd'hui faire, à mon avis, tu posais la question de savoir si on observait davantage de problématiques, c'est qu'il y a une réelle intensification du travail. Alors, intensification et chez les soignants une vraie aussi transformation. Je crois que, je sais pas s'il y a beaucoup de soignants dans la salle. Moi, je suis donc moi-même professionnelle de santé. On a choisi ces métiers pour soigner, pour être au service de l'autre, pour être disponible. Et aujourd'hui, on a quand même une vraie transformation de nos métiers vers des tâches plus administratives. Je dis pas qu'il faut pas cet administratif, hein, la question de la qualité, des choses comme ça, c'est indispensable dans nos métiers aujourd'hui. Mais c'est une réelle transformation du travail. Ça, associé à une pénurie au niveau des effectifs, on le sait très bien, fait que la situation est de plus en plus compliquée pour nos soignants. Mais justement, si je peux mettre, pour faire un peu un parallèle avec ce truc très très ponctuel que j'évoquais tout à l'heure, qui est le monde de l'enseignement, on a un peu cette même question, c'est-à-dire avec souvent peut-être pas toujours, mais une entrée par vocation sur un certain nombre de valeurs ou de rêves d'ailleurs quelque part, et que finalement on se heurte à un truc qui est un peu une moquette rugueuse, pas tout à fait complètement dans ce sens-là. Donc il y a ça, et c'est ça que tu constates. Alors peut-être avant d'enchaîner sur la suite, question là sur ce modèle, parce que moi ce qui m'avait intéressé, et puis je passerai la parole aussi à Sabrine, à toi tout à l'heure, là aussi dans ce que vous faites, c'est que dans l'approche du soin en elle-même, l'intérêt, si je peux me permettre, de tous ces professionnels qui sont là, c'est que en même temps, c'est pas pour vous jeter la pierre ou vous mettre au pilori ou au contraire, mais vous êtes en même temps manager, vous êtes en même temps chef d'équipe. T'es pas un psy tout le seul dans son cabinet. C'est qu'il y a globalement un ensemble. Et donc j'aurais tendance à vous poser un peu la question de miroir, c'est-à-dire vous en tant toi Magali par exemple en tant, et je sais que tu as importé notamment un type d'approche là-dessus un peu spécifique. Comment tu fais attention à tes propres équipes qui se prennent en plus de points faits tout ça? Alors oui, effectivement, j'essaie de balayer devant ma porte déjà. Voilà. Je travaille avec une équipe de 9 personnes. Hein. C'est une petite équipe, donc c'est peut-être aussi facilité. La plupart sont des psychologues. Il y a aussi des art-thérapeutes, des gens qui font de l'activité physique adaptée. Enfin voilà, une orthophoniste. Nous, alors, on travaille de façon très collaborative. Voilà, je crois que ça c'est extrêmement important. On est dans un rapport collaboratif. Dans mon équipe, la voix de tout le monde a de l'importance. Pas plus la mienne qui suis le psychiatre de l'unité que celle des autres. On essaye de travailler vraiment ensemble pour développer tout ce qu'on peut proposer. Alors, on s'est rendu compte que ça existait un petit peu au Canada. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens dans la salle, mais on a retrouvé un petit peu le modèle qu'on avait de façon très instinctive développé dans notre fonctionnement à travers des modèles de peer coaching, coaching par les pairs. Je ne sais pas si peut-être que ça vous parle, mais voilà. Donc
c'est vraiment cette démarche très collaborative, je crois, qu'il faut souligner. Qui est une approche différente et qui effectivement, c'est pour ça qu'on aime bien aller regarder et qu'on a plein de copains d'ailleurs qui vont aussi faire des stages régulièrement et aussi bien côté recherche que côté opérationnel au Canada, c'est qu'ils ont cette approche, j'allais dire un peu empathique, spontanée, voilà. Sans mots, mais en réalité. En fait, pour tout dire, on a rien élaboré volontairement. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Et pour vous raconter la petite histoire, un jour, on s'est dit, tiens, on regardait les chiffres de l'absentéisme dans les institutions de psychiatrie. Et on s'est dit, oh, il est énorme. Hein. Me demandez pas combien il est, mais il est quand même assez élevé. Ouais. Et on s'est dit, oh, mais chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, c'est vrai que... Je crois que c'est proche de 40%. Oui, c'est ça. Mais nous, hormis les congés maternité, il n'y a pas d'absentéisme. Les congés maternité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça qu'on a été un petit peu creuser ce qui se faisait sur le plan managérial, parce qu'on s'était pas intéressé à ça, et qu'on s'est rendu compte que sans le savoir, on faisait du peer coaching. C'est bien. Moi, j'aurais un peu tendance, pardon, là, de les mettre un peu sur la sellette de ce côté-là, mais de ce côté-là, c'est réciprocité et symétrie, globalement symétrie des attentions. Alors toi, je vais te dire, après on va revenir, tu as la chance, vous êtes 9, Benedetto, il nous disait que demain il avait 124 médecins et je sais pas combien de... Voilà. Alors comment on fait? Bientôt 124, bientôt pour le moment 60. Voilà. Bon, 60 c'est déjà pas mal. Voilà. Comment on fait? Parce que trivialement, quand on regarde, c'est facile, hein, moi je fais l'extérieur, c'est quand on regarde les choses à l'extérieur, l'un des trucs c'est effectivement l'absentéisme et le turnover. Et donc toi, chez Magali, il y a ni l'un ni l'autre, enfin bref, c'est très très infra, voilà. Comment toi tu fais, Benedetto, chez toi pour ça? Parce que je dirais, vos métiers, enfin nos métiers, vos métiers à vous tous et là, c'est quelque part, qu'elles soient physiques ou mentales, c'est de prendre en charge avant, si possible, qu'elle survienne la souffrance des autres, tout en évitant aussi impropre de se trouver piégé dans le truc. Juste deux mots, parce qu'après c'est à Christine. Alors, deux mots, je partage une histoire vécue. J'ai donné des inaptitudes. Deux inaptitudes dans la même entreprise. Et j'ai eu des visites de pré-reprises. La visite des pré-reprises sont les salariés qui sont encore en arrêt, qui bientôt ils vont rentrer au travail ou pas, si les médecins décident sur leur aptitude ou pas. Et j'avais constaté des inaptitudes prévisibles, encore dans la même entreprise. Donc, il y avait déjà des facteurs et l'entreprise prend contact avec moi très énervé parce que docteur, vous pouvez pas mettre tout le monde inapte. Et bien sûr, c'est pas ma vocation. Je vais dans l'entreprise parce que ça c'est très important de parler avec l'employeur et la faute de ces situations c'était moi, les médecins du travail qui m'étaient inaptes. Et heureusement on a trouvé une manière, un dialogue, on a pu parler parce que on a sorti un peu les indicateurs et on a vu qu'il y avait du turnover, des salariés qui arrivaient à embaucher, ils n'arrivaient même pas à faire la visite initiale qui partaient. On avait un absentéisme énorme, la moitié était en arrêt. Et là, j'ai dit, tout ça, si vous voulez, c'est ma faute, mais peut-être que vous devez quand même, être impliqué, interpréter ces données, et aussi faire, comment dire, il faut comprendre aussi si les managements étaient aussi une cause un facteur qui peut influencer cette situation. Donc voilà, vous voyez que mais c'est bien parce que par principe et par essence, vous prenez tout ça à la figure. Et l'une des réponses que tu donnes là, on retrouvera avec Florence et maintenant et demain, c'est les data, c'est-à-dire avoir vraiment les données qui vous permettent d'objectiver les trucs et pas seulement de le faire au flair. C'est pas mal de le faire, sauf pour les clébards, si je peux me permettre. Et pour terminer, terminer l'histoire, mon interlocuteur, que c'était la DRH de la société, est parti. Voilà, c'est pour vous donner un peu, mettre en cohérence cette Mesdames et messieurs les DRH qui est ici, vous sortez pas s'il vous plaît. Non, voilà. Parce que sinon, d'ailleurs, on vous rattrapera et on vous rattrapera. Merci à toi. Alors, peut-être juste deux mots, parce que je m'étais permis de faire un peu de pub, pardon, parce que Magali, elle est toujours en mode mineur, comme on dit chez Racine. Oui, voilà. C'était comme en gros. Alors, tu as 30 secondes, pas plus. Hein. Oui, non, j'ai 30 secondes. Merci Anne-Marie. C'est vrai que j'ai toujours du mal à mettre en valeur, mais je suis très fière de le faire quand même. Ce programme, c'est le programme Medipsycare. Donc, c'est à partir de ce que nous avons mis en place pour les soignants à Écully depuis maintenant 5, presque 6 ans. Le groupe Ramsay Santé m'a demandé de les aider à le
sur l'ensemble du territoire français. Donc j'en suis absolument ravie. Et pour l'instant, nous avons implanté sur 2 pôles, en plus du pôle lyonnais, un premier pôle à Marseille, où il y a un établissement qui est spécialisé dans la prise en charge des soignants sur le versant santé mentale, et un autre établissement qui a développé une filière pour les soignants sur le plan de l'addictologie. Et on a réussi à mettre en place la même chose sur la côte atlantique, je dis, parce qu'ils sont un petit peu plus éloignés. Nous avons un établissement de santé mentale qui a une filière également spécialisée pour les soignants à Nantes, et un autre établissement d'addictologie qui a une filière spécialisée à Niort. L'idée, c'est de développer encore davantage. Voilà, et donc je suis ravie de vous présenter ce programme de Medipsycare. Et donc, comme elle est un peu modeste, c'est qu'ils ont choisi de faire, comme vous savez, comme on fait en jardinage, du marcottage. C'est-à-dire qu'on prend celui qui est bon, on le met là pour qu'il crée un autre pied, puis on recommence ensuite, c'est ça. Et puis, juste pour mettre un peu de citron, on peut dire à l'inverse aussi, c'est que cordonnier mal chaussé à un moment, donc théoriquement les soignants, hein, à un moment doit se rendre compte des choses, et finalement, ça vient, et donc là aussi, ça vient. Et si je peux me permettre ici aussi à Préventica, parce que les 2-3 dernières années, Sabrine, tu étais là, tu prends la parole tout à l'heure, on a commencé à mettre en lumière ce qui se fait justement pour la prévention du côté des soignants, qui était un peu un grand malaise, j'allais dire, depuis des années. Là maintenant, ça y est, la greffe a pris ses parties. Alors merci, voilà, et on va passer. Alors là, vous aviez la brochette, enfin c'était le duo de médecins. On va passer aux non-médecins. Alors de temps en temps, on a quand même si on n'est pas médecin, on a quand même le droit de parler aussi de santé. Alors je vous raconte ça parce que je vous raconte mes guerres, et je me souviens d'un jour où je me suis fait complètement incendier, où on parlait de santé, environnement, travail et un peu de judiciaire. Et il se trouve, pour les raisons diverses, je pouvais pas mettre tout le monde à la table, que on n'était que des non-médecins à la table. Donc il y avait une juge spécialisée là-dessus, un magistrat. Il y avait notre Laurence Anacte qui était spécialisée là-dessus. Il y avait psychosociologue, mais on l'avait pas mis. Je vous raconte pas la voilée. Je me suis dit, comment vous osez? Mais vous n'avez pas le droit, madame. Vous n'avez pas le droit. Donc nous n'avons pas le droit, mais nous le prenons. Et donc voici professeur Christine Geoffrion. Alors j'ai pris une photo officielle là, Christine, parce que l'autre elle était une photo de vacances, et donc c'est bien. Elle est professeure des universités. Je la connais depuis un petit moment, comme dirait le canon, en psychologie du travail et des organisations, est très centrée sur ce qui est, j'allais dire, pour nous important, les deux choses que sont et l'innovation et tout ce qui est les impacts réciproques, organisation et management. Et elle dirige un laboratoire et une équipe dont je me rappelle pas le nom parce qu'il a un nom à coucher dehors, mais en gros qui est sur risque et adaptation au changement à l'université Grenoble-Alpes. Alors voilà, toi, je dirais un peu de tous tes yeux, et pas seulement de celui du Cyclope, qui est celui d'enseignant avec tes étudiants, mais aussi du terrain et des terrains qui te ramènent. Comment tu vois un peu tout ça, et justement évoluer ces questions de santé mentale au prisme, j'allais dire, pour le coup, de la psychologie du travail, de la dynamique du changement et autres, dans les structures privées et publiques que tu regardes. Alors le truc sur le menton, hein, pour que ça marche. Oui. Donc bonjour à tous. Alors d'abord, je ne dirige pas un labo, je dirige une équipe dans un labo qui s'appelle Risque et accompagnement au changement. Je ne voudrais quand même pas usurper une place qui n'est pas la mienne. Alors en fait, moi je vais surtout rebondir sur ce que dit ma collègue à ma droite, puisque tu parlais d'approche collaborative, et je crois qu'en effet, dans l'évolution de la santé mentale, en fait, il y a aussi l'évolution des besoins des salariés. L'évolution des besoins des salariés, notamment depuis la crise du Covid, mais ça avait déjà bien commencé avant. Et effectivement, les besoins ne sont plus les mêmes. On parlait tout à l'heure très rapidement de porosité entre vie professionnelle, vie personnelle, qui est extrêmement importante. Et on parlait aussi de vocation. Les vocations changent. Les priorités ne sont plus forcément placées au même endroit, au même curseur, etc. Donc, ça peut effectivement aussi avoir un impact sur la santé mentale. Mais moi, je vais m'appuyer sur une approche organisationnelle, notamment en prenant appui sur ce qu'on appelle les espaces de discussion sur le travail. Et je regarde ma collègue de gauche, puisque à la RACT, on a beaucoup parlé et on parle encore beaucoup de ces espaces.
en rebondissant sur l'approche collaborative. Moi, j'ai plutôt parlé d'approche participative, c'est un peu la même chose, mais enfin, comment finalement on fait participer, on fait analyser le travail par les salariés eux-mêmes. Et ces espaces de discussion, on a mené une étude via un doctorat qui est en train de se faire. Hein. Je vais nommer d'ailleurs la doctorante, qui est une psychologue du travail qui s'appelle Laetitia Vital et qui travaille sur les espaces de discussion sur le travail au sein d'EHPAD. Et elle a comparé comme ça les espaces de discussion au sein de 12 EHPAD de la région sud-ouest de la France. Alors comme quoi, voilà, on la co-dirige avec deux collègues, on est un peu le triangle, un triangle puisque moi je suis à Grenoble, elle est à Bordeaux et mon autre collègue était à Amiens, comme quoi. Et puis c'est du bol parce que si jamais tu dis des méchancetés, ils sont pas là. En plus, donc je peux dire ce que je veux, j'ai carte blanche. Donc, en fait, c'est parti aussi d'une enquête. Hein, j'ai sous les yeux les chiffres. 38% des salariés qui estimaient ne pas avoir, des soignants notamment, ne pas avoir suffisamment de temps d'échange avec leurs collègues et avec l'encadrement pour s'exprimer sur leur façon de travailler. 38%, c'est déjà énorme. 52% qui estimaient que les informations ne circulaient pas correctement. Ça aussi, c'est important. Donc là, je veux vraiment prendre à la fois la posture, comment dire, sous l'angle managérial et sous l'angle pratico-pratique des groupes de discussion. Qu'est-ce qu'on a étudié finalement? C'est plusieurs critères pour étudier ces groupes de discussion. Quels sont-ils d'abord ces groupes de discussion? Ce sont des réunions qui existent. Ça peut être le morning, comme on appelle ça dans les EHPAD du matin, où on explique un petit peu quel va être le programme de la journée. Ça peut être la réunion de transmission. Ça peut être la réunion hebdomadaire. Ça peut être la réunion de fin de journée. Bref, il y a plein comme ça de ce qu'on peut nommer des espaces de discussion, mais qui prennent des formes diverses et variées, et au sein desquels a été étudié plusieurs critères, notamment l'utilité. Est-ce que cette utilité était perçue par ceux qui participaient, par ces soignants qui participaient à ces espaces de discussion? Est-ce que véritablement ils percevaient une utilité à ces espaces? Est-ce que ça leur permettait vraiment d'accéder à ce qu'on appelle le réel de l'activité? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment échanger sur les difficultés qui étaient les leurs, les contraintes, les ressources qui étaient les leurs? Est-ce que, deuxième critère, en dehors de l'utilité, ils percevaient un pouvoir d'agir et une capacité d'arbitrage? On parle beaucoup de l'importance de faire participer à la prise de décision les soignants à propos du travail qui les concerne au final. Eh bien, voilà, la question était de savoir si ces groupes, si ces espaces de discussion permettaient en effet ces capacités d'arbitrage, ces capacités de participer aux décisions qui les concernaient. Est-ce que ces groupes de discussion, ces espaces de discussion permettaient aussi de souligner ou pas le soutien social qu'il pouvait y avoir entre les différents collègues? Toutes les études montrent que le soutien social est extrêmement important. Soutien social sous ses différentes formes, instrumental, sur le partage du matériel, le partage soutien instrumental, oui, et notamment du matériel, des compétences techniques, le soutien émotionnel, sur voilà, quand on travaille avec des soignants, quand on travaille avec des patients, ce soutien émotionnel est extrêmement important. Ce qu'on appelle aussi le soutien informationnel. Est-ce qu'on partage ou pas les informations qui nous concernent, ou est-ce qu'on fait de la rétention d'informations? Donc voilà, toute cette question du soutien social était évaluée. La question aussi de l'apprentissage organisationnel. En quoi finalement ces espaces de discussion permettent ou non aux salariés finalement d'accroître et de monter en compétences ou pas? Ça, c'était extrêmement questionné. Est-ce que finalement c'est utile, mais est-ce que ça permet aussi de grandir dans ce que l'on fait? Et est-ce que finalement ça crée de la motivation ou pas? On sait bien que la motivation, ça s'inculque pas. C'est quelque chose qui va résulter d'un environnement de travail et justement de tout ce qui se passe avec les collègues pour avoir envie ou pas de se lever le matin et de faire du bon travail. Et je dirais que au fil de ça, moi j'aimerais te poser une question, c'est que alors je sais bien que tu es l'université, c'est pas du conseil et que quelquefois il faut pas mélanger les choses. Mais alors attends, la question c'est est-ce que, parce que comme toujours faire parler les gens et autres, ça les aide à conscientiser les trucs et aussi à faire avancer ou pas le schmilblick. Moi j'aurais tendance à te poser la question très très triviale, c'est est-ce que dans ces différentes équipes, ces 12 équipes là, est-ce que ton étudiant ou tes étudiants ont observé, j'allais dire, une forme d'amélioration factuelle ou de choses qui bougeaient de ce côté
côté-là pour, j'allais dire finalement, une meilleure écoute mutuelle opérationnelle? Et ben c'est là où je veux en venir, à savoir qu'effectivement ça dépend énormément finalement du type d'animation de la réunion. Et donc aussi de la formation et de la capacité qu'a la personne qui anime la réunion de pouvoir entendre les choses sans pour autant qu'elle les prenne pour elle-même. Hein. Et toutes les études montrent là encore que on parle toujours de la formation des managers. Hein. Mais effectivement, un manager comme peut l'être un psychiatre, comme peut l'être un médecin du travail coordinateur, comme peut l'être quelqu'un qui travaille à l'université, parce que nous aussi, on travaille avec des collègues, on dirige des équipes. Il y a à boire et à manger, si je peux me permettre, dans tous les métiers. Exactement. Et la question est de savoir effectivement comment on est capable de pouvoir faire s'exprimer les salariés sur leur travail de manière à ce que finalement l'analyse du travail devienne une réelle réflexion collective où chacun apporte finalement en fonction de la place qui est la sienne, oui. Puisse partager, puisse faire connaître, puisse faire grandir en compétences. Cette réflexion collective, on montre combien elle est importante et elle résulte énormément, je le répète, de cette capacité d'animation et de cette capacité de manager les équipes en ce sens où on n'a pas une posture haute, mais comme tu le disais très clairement Magali, d'avoir une position d'égal et qui permet la reconnaissance, qui permet l'expression et qui finalement va susciter de la motivation dans son travail parce qu'on est entendu, parce qu'on est reconnu et parce qu'on entend les contraintes, les ressources qui sont les nôtres. Ouais, merci, mais d'ailleurs, une autre étude, alors j'ai pas la référence, mais c'est une étude internationale là, qui dit que c'est très simplifié puisque c'est une étude anglo-saxonne encore une fois, mais quelquefois c'est bien intéressant, ils nous disent que sur les 3 facteurs qui finalement déterminent la motivation et l'énergie positive qu'on met dans un travail, il y a 3 trucs, il y a le contenu du job en soi-même, il y a l'animation par le manager, mais le 3e, c'est le groupe. Et curieusement, moi, je veux dire, je pensais que c'était l'un des 3, et ben, c'est celui du milieu, c'est-à-dire, en gros, finalement, ce que tu appelles le soutien, enfin, le soutien qui n'est pas qu'un soutien hiérarchique, mais qui est le soutien du groupe, qui est déterminant. Alors, si vous voulez bien, on va passer. Justement sur cette détermination et sur cette détermination féminine, la parole à notre grande Florence. Merci donc Florence. Donc je crois que ton titre officiel c'est pilote de la mission égalité intégrée à l'ANACT. Alors pardon, je l'ai écrit en capital alors que ça s'écrit en minuscule avec une initiale en majuscule, pardon, mais c'est bien l'Agence nationale des conditions d'amélioration des conditions de travail qui existe depuis un petit moment. Et donc toi, je dirais les questions genre. Alors je dis ça parce que notamment c'est 70 ou 60 ou 80% du personnel, comme on appelle ça, hospitalier est un personnel féminin, qui a tout un tas de professions sur lesquelles on a travaillé aussi, notamment les aides à domicile, où là c'est 85% globalement, voire plus. Donc voilà, là les femmes, je dirais que Florence est aujourd'hui en guest star, demain elle sera là en superstar, demain matin sur les femmes et santé travail. Voilà. Regard féminin et regard des femmes et regard sur le travail des femmes de ton côté. Oui, sur ces questions-là. Bonjour à toutes et à tous. Je pilote aussi l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4 et nous travaillons avec d'autres partenaires, l'INRS, la CNAM, l'ANSES, Présence, qui est présent dans notre groupe de travail pour faire progresser ce sujet-là. Entre autres, la première étape étant la question des données, mais on en parlera demain. Alors pour revenir au sujet, et je suis très heureuse de participer à cette table ronde aujourd'hui. Alors même si la santé mentale, c'est pas une de mes spécialités, mais de fait, par le prisme des femmes, c'est un sujet dont j'entends de plus en plus parler dans les entreprises. Mais les entreprises l'abordent beaucoup, enfin celles que j'ai rencontrées récemment, sur un angle individuel et sur l'angle du hors-travail. Donc c'est la fragilité ou la surexposition des femmes à l'anxiété, à la dépression, etc. Et sur le plan du hors-travail, bien sûr, c'est le cumul vie professionnelle, vie familiale. Donc c'est bien évident. Et là, on aboutit à la question de la charge mentale. Voilà. Et du coup, c'est toujours très difficile, je trouve, mais vous l'avez dit très très bien, de tous les 3,
de revenir au sujet de santé mentale au travail, c'est 60%, c'est-à-dire ces risques psychosociaux, hein, autrement dit, qui sont toujours là, voire même qui ont augmenté. Et ces derniers temps liés à l'intensification, etc. Et c'est vrai que quand moi j'ai épluché récemment là, les dernières études sur le sujet, c'est d'abord France Stratégie qui, dans une étude en 2023, montre que la première maladie à caractère professionnel, hein, pas maladie professionnelle, maladie à caractère professionnel pour les femmes est désormais la souffrance psychique avant les troubles musculo-squelettiques, et que elle est en progression, cette souffrance psychique, pour les femmes comme pour les hommes, progression assez exponentielle, et que par ailleurs, ce qu'ils ont pu observer dans cette dernière étude, c'est que ça concerne les cadres. Or, ça concerne de manière prévalente les cadres. Or, dans toutes les dernières études qu'on avait avec le job strain de Karasek, donc où on croisait l'autonomie avec l'intensité au travail, etc., on observait que c'était plutôt les gens qui avaient les moins de marge de manœuvre, donc les ouvrières, les employés, le personnel qui avait moins de marge de manœuvre que les cadres, et en disant toujours finalement les cadres ça va. Leur protection, c'est les marges de manœuvre qu'ils ont. Aujourd'hui, cette étude de France Stratégie a montré que les cadres étaient surexposés, les femmes, les cadres, et notamment les personnes entre 25 et 44 ans. Donc c'est plus les seniors qui rentrent dans la ménopause, l'andropause, qui dépriment, qui ont plus leur place, qu'on met au placard, etc. Non, c'est des gens dans les forces de l'âge, certes qui doivent avoir aussi du cumul vie pro, vie perso, mais quand même pas que. Et puis la deuxième étude qui m'a frappée, c'est une étude de la DARES, donc l'organisme statistique du ministère du Travail, une étude aussi de 2023, qui montrait où 85 métiers ont été comparés, des métiers féminisés de service. J'ai vérifié, il y a tous les métiers de la santé et du social dedans, et les métiers ouvriers masculinisés. Et cette étude nous dit que dans les métiers féminisés de service, les femmes sont exposées à 7 risques professionnels sur 8, et que 6 sur les 7 sont des risques psychosociaux, dont vous avez parlé, le manque de soutien, le manque d'autonomie. Pour la première fois, le conflit de valeurs, alors que d'habitude, c'est les hommes qui étaient exposés au conflit de valeurs. Là, c'est les femmes. Pourquoi? Par manque de moyens. Et dans le secteur de la santé, on sait que la question du personnel ou du social dans les EHPAD, etc., c'est quelque chose de très important. Mais aussi, bien sûr, exposé à toutes les exigences émotionnelles de Golac, exposé aussi au manque de soutien, etc. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'avoir un regard genré ou avoir un regard en différenciant les situations de travail des femmes et des hommes, alors que, en contrepartie, j'en ai pas parlé, les métiers ouvriers masculinisés sont exposés à 4 risques professionnels sur 8. Donc réellement, et y compris pour les femmes, à temps de travail égal, des contraintes organisationnelles, devoir se dépêcher, interrompre une tâche pour en faire une autre, etc., etc., alors même que les femmes travaillent moins longtemps de manière rémunérée que les hommes, mais qu'effectivement, quand on somme le travail rémunéré et non rémunéré, il est supérieur à celui des hommes. Donc c'est vrai que sur ces sujets de santé mentale, avoir un regard genré est intéressant. Et puis dernier point peut-être que je rajouterais, c'est ce que nous vivons actuellement, hein, la transition numérique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui va nécessiter d'abord qui va supprimer beaucoup d'emplois répétitifs où sont les femmes, va en même temps créer des emplois, on ne sait pas très bien où elles vont être, en tout cas vont transformer l'activité. Voilà, donc là ça sera aussi un sacré défi. Et puis la transition écologique, on sait que toutes ces transitions, elles vont générer, on l'a un petit peu vécu au moment du Covid, finalement, des périodes de crise où il va falloir se réorganiser, il va falloir coopérer différemment. Et dans tous ces métiers de relation, les femmes sont quand même en première ligne, aussi en relation avec les publics, les bénéficiaires.
Sur la question des canicules, on sait que les femmes sont beaucoup en lien avec des publics vulnérables, finalement, vulnérables ou des enfants parce qu'elles sont enseignantes, etc. Et donc que ces personnes-là aussi vont être touchées par ces conséquences climatiques et que donc cet accompagnement va, on sait que les risques psychosociaux vont augmenter et que vraisemblablement les femmes vont être en première ligne pour encaisser, si je puis dire, ces nouveaux risques psychosociaux avec aussi cette augmentation des violences, etc. Voilà. Merci Florence. Et effectivement, on aura. Alors, si vous êtes là demain, ici même, hein, mais vous n'êtes pas obligé de dormir ici cette nuit, ici même et dans cette même salle avec Florence, on prend justement la question de la santé globale et non pas segmenter justement des femmes et travail et pas que au travail selon notre cas. Alors, la parole est à vous là maintenant pour à la fois questions, ajouts, vos expériences et autres. Alors j'en ai une devant moi qui est pas loin, donc je vais pouvoir lui passer un micro tout de suite. Sabrine, sur éclairage encore une fois sur ce métier qui est particulièrement féminin et autres et le centre de prévention que vous avez monté de façon très exemplaire à l'hôpital Foch. Merci. Je vous remercie pour vos interventions très intéressantes. Est-ce que vous pourriez vous lever ou venir ici qu'on vous voit? Pardon. Je vais me mettre à côté de vous. Ben voilà, ou là-bas, à côté de Florence, elle ne mord pas tous les jours. Bonsoir. Moi, je vais reprendre un peu le tout, l'importance de la collégialité de la prise en charge. Donc, on a vu avec la clinique Mon Repos, quand les gens ne peuvent plus travailler avec l'inaptitude, nous, ce qu'on essaye et ce qui est important, c'est des fois, on a des salariés tête dans le guidon, donc moi je suis dans un hôpital, et qui ne se voient pas qu'ils vont mal. Et pourtant il y a des symptômes, troubles du sommeil, troubles alimentaires, ils grignotent plus ou au contraire perdent d'appétit. Et c'est de dire stop au bon moment, leur faire comprendre qu'il faut s'arrêter, que l'arrêt maladie est nécessaire. Donc des fois il y a le sentiment de culpabilité. On parlait de soutien social, je ne veux pas me mettre en arrêt, sinon mon équipe, mes collègues vont être en difficulté. Donc c'est vraiment la compréhension de les faire s'arrêter au bon moment pour que la reprise au travail puisse se faire dans de bonnes conditions. Parce que des fois, il n'y a pas de reprise au travail. Sur un syndrome d'épuisement professionnel, et on a pu l'entendre, malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent plus à aller à la société. C'est même pas dans le service. Moi, j'ai des salariés qui n'arrivent pas à parler de l'hôpital. Dès qu'ils parlent de l'hôpital, ils pleurent. Donc, retourner sur site, c'est impossible pour certains. D'où l'inaptitude définitive. Et en prévention... je vais faire une parenthèse pour lui faire de la pub, comme d'habitude, mais ils ont eu l'intelligence, alors pardon parce que c'est elle, donc heureusement elle va pas rougir trop, et puis les spots, c'est ça qui fait rougir. Voilà. De monter un centre de prévention qui n'est pas un centre réglementaire de santé au travail qui existe, mais à côté, c'est un centre de prévention au travail et qui en plus est en dehors de l'hôpital. Et je crois que c'est un truc qui est tout à fait important, même si c'est à 300 mètres ou 250, je sais plus très bien la distance, mais c'est quelque chose qui est à côté et donc qui peut, en toute confidentialité de traitement de données, ce sur quoi on reviendra demain, mais confidentialité aussi, des interlocuteurs qui sont pas les mêmes et qui ne sont pas des gens de l'hôpital, pouvoir venir. Et donc, je crois que là, c'est un peu unique en France et c'est très très fort, là, ce que vous avez monté. Merci. Alors, un mot, et puis sinon, qui veut prendre la parole, là, qu'on se promène notre micro? Oh ben non, alors, ils vont pas tous dormir, quand même. Monsieur Kiri, je suis sûr qu'il a quelque chose à dire, c'est bien fait. Tenez, vous lui passez le micro. Non, je trouve que le débat est très intéressant et je laisse poursuivre ce qu'elle était en train de dire, la dame, en fait. Bonjour. Il y a à peu près 2 ans, dans un rapport remis au ministère du Travail, il avait été proposé d'ajouter un 10e principe de prévention dans le code du travail, qui est l'écoute des salariés. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? Est-ce que c'est enterré ou est-ce que c'est toujours d'actualité?
Comme je suis pas officiel du tout, je vais pouvoir répondre. Non seulement que j'en sais rien vraiment, mais que au moins sur le fond, je pense que l'idée chemine. Mais vous savez que en France et dans l'administration française, quelquefois, il faut un petit peu de temps pour que ça se cristallise. Mais sans doute que ça va venir et on essaye. Et tout ce qu'on fait là, c'est notamment pour ça. Et pour ça que l'ANACT et les ARACT ont lancé leur groupe de travail, j'allais dire depuis des années. Donc, ça fait un peu plus que 2 ans. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans, monsieur, vous avez raison, que le truc existe. Que là, ils ont monté ce qu'elle fait, la Polaire, hein, comme ça, avec son air. Mais ils font des trucs absolument top géniaux. Donc, oui, merci. Et on le redit, c'est un truc important. Ça serait bien que ce soit, non pas l'ultime parce qu'il peut en venir après, mais on sait que jusqu'à 10 on mémorise. Après, ça devient plus dur. Donc ayons l'écoute effectivement, en plus l'écoute collective en plus. Encore une question. Est-ce que vous avez des trucs là sur là-bas ou est-ce qu'ils dorment tous avec vous? Bon, ils dorment. Bon, bah, d'accord, c'est pas sympa. Eh ben écoutez, alors je crois on va arriver à la fin parce qu'ils ne m'arrêtent pas de m'agiter des panneaux tous azimuts. Donc je vais vous demander là peut-être là. Alors Sabrine, on terminera par toi, mais on va commencer. Puisque c'est notre seul otage masculin, on va le prendre lui. Une phrase de conclusion là-dessus sur vers quoi pourrait-on aller ou qu'est-ce que vous avez en tout cas toi tu as envie d'accentuer sur cette question de prise en compte de la santé mentale efficace. Alors, efficace, on va faire tout le nécessaire pour avoir aussi des données pour dire ça marche. Les actions qu'on conseille, qu'on met en place ont un effet. Moi, je dirais qu'il faut pas arrêter de rappeler aux gens que face aux risques psychosociaux, on n'est pas immune et on est tout concerné. C'est-à-dire, il y a moi, je recrute des médecins. Les médecins qui viennent vers moi, ils disent, je voudrais trouver un secteur où il n'y a pas de risques psychosociaux. Donc, je veux un secteur industriel. Et non, dans les secteurs industriels, il y a des risques psychosociaux, il y a de la souffrance mentale aussi. Et là, voilà, on a eu Donc, l'idée, c'était effectivement d'évangéliser ces risques pour dire il faut les prendre en compte et aider aussi à l'évaluer parce que dans les documents uniques, quand on ouvre les documents uniques, on a toujours les mêmes blablabla, mais il n'y a pas une vraie analyse derrière comme par exemple pour les TMS qui est un peu plus évident faire l'analyse. Donc ça c'est l'objectif. Merci. Et donc, en fait, ce que Benedetto vous dit gentiment, vous pensiez être tranquille? Eh ben non, vous serez jamais tranquille et il y en aura toujours. Magali. Écoutez, moi je vais dire en conclusion que qu'il faut renforcer la prévention collective, voilà, ce que font les médecins du travail, et que sur un plan plus individuel, un plan alors curatif et préventif, parce que l'idée c'est que ce soit décliné le plus tôt possible, il faut vraiment réfléchir aux déterminants et travailler à créer des programmes pour quelque part renforcer le pouvoir d'agir du salarié. Un pouvoir d'agir, bravo. Juste à dépasser le quota des 14 mots, donc voilà. 3 mots alors. Organisation du travail, j'en rajoute 3. Analyse du travail, c'est-à-dire ne pas avoir une approche personnologique, comme on dit, c'est-à-dire centrée personne, mais vraiment une approche centrée analyse du travail et collectif de travail. Super. Madame Florence. Alors moi, un mot. Management, parce que je pense que vous l'avez démontré par la positive, il faut s'y attaquer. Et on a encore en France des modes de management directifs, hiérarchiques, peu participatifs, consultatifs, mais qui prennent pas en compte la vie des salariés. Sur le papier. Voilà, et qui rejoignent la question de l'écoute dont vous parlez, monsieur. Moi, je pense que ce sujet, on n'arrive pas encore à le prendre à bras le corps, aussi bien au niveau de l'éducation, de la formation dans l'enseignement supérieur, dans la formation continue. Oui, être manager, tout le monde n'a pas la fibre. Ça s'apprend. Il y a des manières d'agir, de travailler, de faire coopérer, d'être profil bas, comme vous disiez. Et ça, ils sont un facteur de risque psychosociaux important. Il faut quand même oser le dire et le voir. Voilà. Merci Florence. Très rapide, la co-construction. Le management, ça se construit aussi avec les équipes pour que ça fonctionne. Sinon, on a ces dysfonctionnements que l'on voit avec des arrêts maladie et une problématique de santé mentale. Donc, c'est vraiment co-construction. Merci à vous. Moi, je vous propose qu'on vous les applaudisse un grand coup, hein, et vous tous aussi, parce que vous êtes les résistants de la dernière heure, puisqu'à 17h30,
Normalement, ça s'en va. Donc, merci à vous. Alors, les prochaines étapes. Le replay, les docs, grâce à Jean-Loup qui est là, avec les documents aussi, vous l'aurez lundi prochain, séquencé comme ça. Si vous préférez regarder Madame Florence en majesté et après Benedetto ou dans l'autre inverse, vous pourrez. Et on vous mettra aussi les docs et le support. Éventuellement, le support long, je leur avais préparé une longue revue d'actu qu'on fait. Voilà. Alors, ça, c'est les prochaines étapes. Si jamais vous avez envie, demain matin, donc, Octobre Rose, cette fois-ci, d'ailleurs je me suis gouré, c'est pas le cinquième, mais c'est le 6e UX Forum Femmes et Santé Globale au travail. L'après-midi, si vous êtes préoccupé ou que vous aimez les innovations et les trucs un peu nouveaux, on est en plein dans le 20e UX Forum Exosquelette, c'est-à-dire que ça a complètement changé sur l'intégration de ces équipements. Et puis à venir, alors on continue sur notre autre data qui sont les data, pardon c'est mauvais mais c'est quand même ça, data santé travail, data RH, ça sera début novembre, les nouveaux modes de management, la détection précoce des épidémies et puis le management de l'incertain. Et alors on continue sur les femmes, 4 jours avant la journée internationale des violences faites aux femmes, où on le fera à distance, hein, donc vous serez invités si vous avez tout ça, un truc sur les violences faites aux femmes, que ce soit les questions d'harcèlement sexiste, sexuel, mais aussi les violences conjugales qui sont quelquefois difficiles, qui sont 90% quand même sur les femmes le plus souvent, voilà. Et donc ça c'est le 21 novembre, fin d'après-midi, vous aurez les invitations si vous avez tous badgé, donc si vous n'avez pas badgé, faut continuer, et voilà. Et on espère vous retrouver demain, on vous souhaite un bon salon, on était très contents de vous avoir. À bientôt.